Merci de choisir la Panafricaine pour vous informer. Bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission environnementale Croissance verte sur Médian. Aujourd'hui, il sera question de parler de l'horticulture. L'horticulture est la science et l'art de cultiver des fruits et légumes ainsi que des fleurs et des plantes ornementales. À Dakar, la capitale sénégalaise, de plus en plus de jardins s'imposent aux abords des routes et autres grandes artères et attirent les regards des passants. Dans ces espaces, les jardiniers, fleuristes et autres horticulteurs font valoir leur créativité en matière de composition florale et de production personnalisée d'arbres et de plantes. Leur quotidien consiste à entretenir, arroser, couper, nettoyer et préparer des fleurs et arbustes. Cette forme de jardinage en ville contribue à la production de fruits et légumes, mais aussi à l'amélioration du microclimat urbain, contribue également à la biodiversité, au développement urbain durable, mais aussi à l'éducation et la sensibilisation au mode de vie durable. Quel impact de ce développement de jardins en milieu urbain? Comment ces activités pourraient être génératrices d'emplois verts? Pour tenter de trouver des réponses à ces questions, nous recevons aujourd'hui sur notre plateau M. Déthié Diop. Vous êtes consultant, chargé également de cours au Centre d'éducation environnementale de Hann. Merci d'avoir répondu une nouvelle fois à notre invitation. C'est nous qui vous remercions et permettez-nous d'adresser nos salutations aux téléspectateurs de Médian TV. Merci encore pour la disponibilité renouvelée. Avant aujourd'hui de venir à l'entretien, place à notre reportage signé Eva Sagna et Cheikh Ndaw. C'est toute une composition florale que l'on retrouve sur les trottoirs de la ville de Dakar. C'est le cas à la voie de dégagement nord de Dakar, communément appelée VDN. Le long du mur du cimetière catholique Saint-Lazare de Béthanie, de façon artistique, des jardins s'imposent et attirent les regards. C'est tout le monde qui aime les fleurs maintenant. Parfois, c'est des couples qui viennent acheter pour leur intérieur. Et quand c'est la dame qui doit choisir, je l'aide dans son choix. Les prix sont accessibles à toutes les bourses. Il y a des fleurs qu'on ne peut vendre au-delà de 200 à 300 000 francs CFA. Moustapha nous liste les différentes plantes disponibles dans son espace. Il y a différentes sortes de plantes. Ici, nous avons 4 types de palmiers. Mais benen façon la bobu ngay gis nonu benen palmier la waaw bi ni aussi benen palmier la bo xamné ñetti façon palmier la yo xamné bokkuñu balé aussi mom la waaw may 4 façon palmier. Nous avons la plante que l'on appelle le poussin de grand-mère. Nous avons des cordes de ligne. Nous avons des fleurs d'intérieur et d'extérieur également. Et des fleurs qui résistent à l'eau et au soleil. Yi mom ay intérieur la. Xam nga plante dafa am intérieur am extérieur. Waaw amna yo xamné pour noor la aussi amna yo xamné pour nawet la amna yo xamné noor bi nawet bu su ñëwé dañuy sey quoi. Waaw. Waaw. Ici, c'est à lui de remplir des fonctions à la fois techniques, artistiques et commerciales. Mais aussi, il fait valoir sa créativité en matière de composition florale et de production personnalisée pour satisfaire les demandes de ses clients. Waaw, tasanta day am. Je suis sollicité de temps en temps pour des services. J'ai récemment aménagé l'intérieur d'une maison aux Almadies et à Mermoz. Le conseil auprès des clients est parfois essentiel pour le choix d'une plante ou d'une composition florale par exemple. Il connaît aussi les fleurs d'intérieur et d'extérieur. Quand un client me fait part de son avis d'acheter une plante, je lui demande l'emplacement de celle-ci d'abord. S'il m'indique l'endroit, je lui propose des conseils afin qu'il puisse orner sa maison. Les plantes, les fleurs apportent de l'air pur et certaines plantes ont des vertus thérapeutiques. Parce que gis nga garab yoy sa ginaaw fum dol ni bo amone ay biiru tanje yoy non boko nané day bay ci sasi. Celles-ci sont vendues à des prix variés allant jusqu'à 300 000 francs CFA, soit un peu plus de 450 €.
Dernier prix, 250. Cette plante, je la vends à 250 000 francs. Elle a duré avec moi. Je n'arrive pas à la vendre. C'est pourquoi elle coûtait 300 000 francs. Il y a des plantes qui coûtent 100 000 francs et 10 000 francs. Comme on a 10 000 aussi. Il y a des fleurs qui coûtent très cher. Tout dépend du bon vouloir des clients. Entretien, arrosage, coupe, nettoyage, préparation des fleurs et arbustes en pot sont le quotidien des fleuristes. Au Sénégal, le métier de fleuriste ou d'horticulteur est accessible avec un CAP, ce qui n'est pas le cas de Sidi. Ce dernier a appris ce métier auprès de son oncle jardinier, à qui il demande toujours conseil, au besoin. J'ai appris ce métier auprès de mon oncle jardinier depuis le bas âge. J'ai trouvé mon propre espace, certes, mais cela ne m'empêche pas de trouver conseil auprès de lui. Au besoin, je le sollicite à tout moment. Le métier est rentable certes, mais il comporte beaucoup de difficultés, surtout en période d'hivernage. Mais bu dee noor bi moom du am benn problème moom noor bi moom dañuy liggéey normal sans problème mais bu dee nawet moom yenn saa yi moom dañuy am jafe-jafe. Le métier comporte beaucoup de difficultés pendant l'hivernage. Les eaux pluviales emportent nos plantes. Nous avons vécu l'expérience il y a un an. C'est la plus grande préoccupation des jardiniers. Fu mu toll nii moom amuñu benn problème fii moom waaw fii moom dañuy liggéey normal te du am benn problème. am na ñoo xam ne da ngay nekk ak ñoom. Nous avons souvent des contraintes avec les entreprises avec lesquelles nous travaillons. Malgré les contrats qui nous lient, il y a souvent un non-respect des accords. Et quand une plante meurt, par exemple, c'est au jardinier de me remplacer avec une autre plante. Mais à la fin du mois, tu calcules La majeure partie de la clientèle de ces fleuristes est privée. L'accès au marché public est quasiment inaccessible pour ces derniers. Je n'ai jamais gagné un marché public. Les autres peut-être. Vous savez, les marchés publics, c'est comme la loterie. Il faut avoir de la chance pour y accéder. Mais je suis souvent sollicité pour les aménagements dans les espaces publics à Dakar et jusque dans les autres régions du pays. La vente représente une partie importante de la profession. Les fleuristes ont une connaissance parfaite des végétaux, de leur cycle de vie et des soins. Les conditions de travail ne sont pas des meilleures, mais ils parviennent à réaliser des chiffres d'affaires qui dépendent du bon signe astral du jour ou du mois. De retour pour la seconde partie de votre émission Croissance verte. Monsieur Diop, vous venez de suivre le reportage réalisé sur l'horticulture en milieu urbain. D'abord, quelle appréciation faites-vous aujourd'hui du développement de cette activité? Je veux bien sûr parler de l'horticulture ou du jardinage en milieu urbain. Permettez-nous, donc, si vous le voulez bien, d'adresser toutes nos félicitations à ce reportage fouillé de l'équipe de Croissance verte, qui a un contenu sémantique certain. Un contenu sémantique qui montre l'importance de l'idéal de préservation et de conservation. Quand on parle d'idéal de conservation et de préservation, c'est surtout de préservation et de conservation des espèces végétales. Parce que comme disait l'autre, on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Et cet essentiel-là, pour le faire voir par le cœur, il a fallu faire un inventaire pratiquement de tous ces espaces où l'on expose pratiquement ces collections végétales. Et ces collections végétales, donc, n'ont de sens que, que par leurs usages. Et l'ethnobotanique, justement, est une science qui s'intéresse à l'histoire de l'utilisation des plantes par les hommes dans les sociétés. Donc, ces horticulteurs-là ne sont jamais assez professionnels dans le milieu de la botanique. Donc, l'importance, en fait, que revêt, justement, ces aires de culture, c'est juste en fait une importance de conservation. Parce que comme disait le penseur,
Les livres sont des voix qui vous parlent. Les livres sont des voix qu'on écoute. Les livres sont des voix qui sont de personnes séparées de nous, dans le temps et dans l'espace. Et tous les livres du monde, si on les voyait avec les yeux de l'esprit, représenteraient toutes ces intelligences-là qui nous consolent, qui nous instruisent. Et les hommes passent, les institutions demeurent. Ce qui reste donc, c'est la pensée humaine. La pensée humaine, c'est la collection végétale qui nous parle. Et on reste avec cette pensée humaine-là. Ces initiatives, pour la plupart, émanent de jeunes horticulteurs, comme nous les avons vus dans ce reportage, fleuristes, jardiniers et autres professionnels, formés des fois sur le tas. Selon vous, qu'est-ce qui fait selon vous aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que cette activité compte de plus en plus d'adeptes? Cette activité compte de plus en plus d'adeptes parce que c'est une activité qui compose directement avec l'émotion. Et l'émotion est une réaction physiologique, psychologique, inconsciente à quelque chose. De toutes les guerres, du bronze a été coulé. Mais de ces bronzes qui ont été coulés, les symboles n'en ont jamais fait partie. Vous avez donc, c'est un reportage qui avait été réalisé à côté du cimetière Saint-Lazare de Bétheny. Prière justement à ces âmes qui sont là-bas couchées. Mais ces émotions-là, c'est des émotions de base, la joie, la colère, la tristesse, la peur. Et justement, la fleur, justement, contribue quelque peu à atténuer tous ces chocs exogènes, n'est-ce pas, qui sont le lot quotidien de ce citoyen du monde que nous sommes. Pourquoi? Parce que le poète ne peut pas faire de la poésie s'il ne connaît pas la plante. Parce que pour chanter la beauté d'une fleur, il faut connaître la plante. Et nous avons vu dans le reportage que certains de ces horticulteurs ou jardiniers aujourd'hui n'ont pas suivi de formation. Ils ont été formés soit par des parents, des proches et autres. Vous également qui êtes chargé de cours dans un centre aujourd'hui consacré à l'éducation environnementale. Selon vous, quelle est la place de la formation académique dans ce secteur-là? Une place cruciale qui va dans le sens de mieux permettre à l'horticulteur d'être au fait de la manipulation même de la plante. Parce que de toutes ces espèces qui ont été exposées, il y a de ces espèces qui attirent que par leur beauté, mais qui sont ô combien en fait dangereuses de par leur sève. Parce que les plantes sécrètent des substances chimiques toxiques pour se protéger contre les attaques des insectes, des animaux, etc. Et d'ailleurs, ce sont ces substances chimiques toxiques-là qui sont généralement récupérées pour faire soit des comprimés, soit des sirops, etc. Donc la sève d'une plante peut être extrêmement dangereuse. D'où l'importance de les accompagner, de les conseiller dans les manipulations génétiques, dans l'utilisation et de les former pour mieux maîtriser ces questions-là, dans la mesure où ce sont des plantes qui sont données généralement justement à des personnes tierces. Et dans le cadre de cet accompagnement, comment mieux développer un tel secteur, l'horticulture, dans un pays comme le Sénégal? La meilleure façon de développer en fait un tel secteur, c'est de composer avec la demande nationale. On parle actuellement de la question de l'oignon. On dit qu'il y a une insuffisance en fait de fourniture du marché local en oignon. Pourquoi ne pas faire une communalisation de la production horticole et parvenir à avoir une production suffisante? Comment? Qu'est-ce que vous entendez par communalisation de la production horticole? C'est-à-dire organiser les jeunes qui sont dans les communes et récupérer les espaces pour y mettre des espèces végétales qui vont permettre justement de satisfaire quelque peu les besoins de consommation et pourquoi pas permettre justement de dégayer ces espaces-là. Donc là, par le biais d'une dynamique d'organisation. Et comment également l'horticulture, le jardinage et ces autres activités connexes peuvent être aussi des canaux de promotion et même de création d'emplois verts, surtout pour les jeunes dont vous avez parlé tout à l'heure? Des canaux d'organisation, de création d'emplois par la création de plus-value qui montrent aux jeunes qu'il n'est pas nécessaire de tout se tourner vers l'immigration clandestine. Il y a des niches de création d'emplois, il y a la possibilité de combiner du facteur travail et du facteur capital pour pouvoir justement en tirer parti. Mais là, il va sans dire qu'il faut un accompagnement de l'État. L'accompagnement de l'État irait dans le sens de mettre à disposition les équipements. Les équipements et de ces équipements-là, bien entendu, l'eau. L'eau qui joue un rôle fondamental justement dans un tel processus. À côté de l'eau, il y a aussi autre chose, à savoir même les terres, l'espace. Aujourd'hui, avec le développement en tout cas, ou bien l'urbanisation galopante, aujourd'hui, comment relever ce défi d'accès à la terre? Par une politique de récupération et d'optimisation de l'espace occupé.
c'est-à-dire en fait les terrasses. S'il s'agit des SICAP, il y a les terrasses qui peuvent être occupées, il y a les places en fait publiques qui peuvent contribuer d'ailleurs au plein épanouissement des populations, parce qu'il y a du tout béton qui ne contribue pas nécessairement à la bonne santé des populations, parce que l'OMS vient de définir donc que la santé comme un état de bien-être physique, mental et psychosocial, et l'embellissement de ces cadres de vie contribue justement au plein épanouissement donc sanitaire des populations. Et vous, concernant M. Diop, vous êtes d'ailleurs consultant chargé de cours au Centre d'éducation environnementale de Hann. Quels sont les profils d'élèves et d'étudiants que vous y recevez et qu'est-ce que vous y dispensez en termes de formation au niveau de ce centre? Donc, comme on vous disait, depuis 5 ans, donc, j'ai reçu pas moins de 10 000 apprenants de l'IA de Bel Air. L'IA de Bel Air, c'est l'inspection d'académie de Bel Air. Toutes les écoles, donc, qui sont au nombre de 29 écoles, viennent faire 2 heures de cours, 1 heure de théorie et 1 heure de pratique. Donc, dans des chapitres comme la question de l'énergie, qui défraie actuellement la chronique sur le plan international. Il y a une crise énergétique certaine et par rapport justement à cette crise énergétique, il faut informer, sensibiliser et communiquer et permettre à l'apprenant de prendre conscience de l'importance de la question de l'énergie. Face à ces problèmes énergétiques, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce que c'est la transition écologique? Parce que il faut noter que le monde a connu en fait 3 à 4 transitions énergétiques, qui est une variable explicative en fait de la transition écologique. Si vous permettez un petit point conceptuel, quand on parle de transition écologique et énergétique, c'est que les premiers hommes ont vécu de chasse, de pêche et de cueillette. Ils utilisaient les énergies nouvelles et renouvelables sans le savoir. C'était la première transition énergétique. Il y a eu une deuxième transition énergétique avec l'apparition du pétrole en 1850, avec le développement de la sidérurgie et de la métallurgie. Le pétrole donc qui a commencé justement à contribuer au réchauffement global de cette planète-là dans laquelle nous vivons. Et il y a eu une troisième, ça c'était la deuxième transition énergétique. Il y a eu une troisième transition énergétique en 1973 avec la crise pétrolière et une quatrième transition énergétique en 89, 89 et les années 2000 qui construit avec la crise pétrolière. Donc l'idée, c'est de faire prendre conscience aux jeunes. Et à côté de ces crises qu'il y a eu et de ces transitions énergétiques aujourd'hui, quelle place de l'éducation environnementale, surtout auprès des jeunes? Maintenant, la place de l'éducation environnementale réside dans l'importance de la conscientisation et de la nécessité donc, de peaufiner aussi des profils qui vont permettre de mieux prendre en compte cette dynamique de transition énergétique et ses effets sur l'environnement, qui se définit comme l'ensemble des activités qui concourent à favoriser le développement de l'homme sur Terre, et à développer des méthodes et des méthodologies qui vont dans le sens quelque peu de mieux permettre une exploitation plus rationnelle de l'énergie. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure, l'horticulture urbaine comporte aussi des bénéfices, tant sur le plan nutritionnel par la production d'aliments que sur le plan environnemental par ses bienfaits dans la nature. Selon vous, pourquoi est-ce si important aujourd'hui de disposer de davantage de jardins et autres espaces verts en ville? Ce qui est important, pourquoi il est important de disposer de ces espaces verts? Parce que ça contribue quelque peu au plein épanouissement en fait psychologique de la personne. La personne a besoin de cohabiter avec ces espèces végétales pour contribuer à son équilibre personnel, c'est-à-dire être aimé, rassuré, éduqué, accompagné, avoir un sentiment d'appartenance et donner du sens à la vie. Le bon sens de la vie, c'est le sens justement qui combine l'existence de la personne avec l'existence des espèces végétales. C'est pourquoi donc de ces profils d'ailleurs, les étudiants qui font les licences et masters et doctorats aussi font partie de ce que nous encadrons dans le sens de leur permettre de trouver des sujets qui tombent dans les cordes des préoccupations de l'homme du 3e millénaire et qui peuvent leur permettre de mieux prendre conscience justement de ce qu'ils ont entre les mains. Et dans le reportage, nous avons vu certains jardiniers et horticulteurs faire part des difficultés auxquelles ils sont confrontés, surtout en période hivernale. Quelles sont aujourd'hui les autres contraintes qui pourraient se présenter à eux face aujourd'hui au développement de l'horticulture en milieu urbain? C'est-à-dire, quelles sont les contraintes en ville? En fait, ils ont donné un exemple, à savoir l'hivernage, certaines plantes qui ne résistent pas, ou bien que les eaux pluviales emportent leurs plantes. Quelles autres contraintes peuvent rencontrer les horticulteurs en milieu urbain? Les autres contraintes auxquelles ils peuvent être confrontés, bien entendu, c'est le stress hydrique et la chaleur. Avec les changements climatiques, vous voyez que le mois de juillet vient d'être reconnu comme le mois le plus chaud de l'histoire depuis l'aube des temps. Et donc,
ils sont aussi confrontés quelque peu donc au problème de l'eau, au problème surtout de l'espace, la nécessité d'avoir des espaces d'occupation donc pour leurs activités, mais aussi ils sont confrontés quelque peu à des problèmes d'équipement adéquat pour faire ce qu'il faut, quand il faut, avec ce qu'il faut. Parce que pour faire de l'horticulture, pour faire justement de l'agriculture, pour mener cette activité-là, il faut un minimum d'équipement. Et généralement, ils n'ont pas ces équipements-là. Et relever le défi de l'accès à l'eau, est-ce que l'exploitation aujourd'hui des nappes phréatiques pourrait constituer une solution? Ça peut être une solution, mais l'une des meilleures solutions, c'est surtout l'usage de l'eau. Parce que il est possible de disposer de l'eau, mais si on gaspille en fait cette eau-là, on ne l'utilise pas en de bons termes. Une utilisation rationnelle de ces eaux qui passe par le stockage, l'utilisation du goutte à goutte, mais aussi la possibilité de pouvoir nourrir la plante et de lui fournir, de lui donner la bonne dose à la bonne fréquence au bon moment et au bon endroit. Parce que la biologie de reproduction de la plante est telle que justement de la racine pivotante aux racines secondaires, en passant par les tiges et à la fleur, pratiquement toute cette biologie de la plante est telle qu'il y a la sève qui monte et la sève qui descend. Donc il y a une partie de la journée qui doit être réservée quelque peu à l'arrosage en tenant compte du soleil, qui débite suffisamment de flux de rayonnement, de radiation pour quelque peu contribuer à ce qu'on appelle la photosynthèse, qui permet à la feuille de la plante de produire du sucre, des glucoses, etc., tous ces acides aminés qui permettent à la plante de vivre. Et comment ce jardinage en milieu urbain peut permettre aujourd'hui de lutter contre l'insécurité alimentaire, la pauvreté, mais aussi de protéger l'environnement? Tout à l'heure, vous aviez donné l'exemple aujourd'hui de la communalisation de ce jardinage-là. Et par l'identification et la caractérisation. Je parlais tantôt de la science ethnobotanique, qui est une science qui s'intéresse à l'histoire de l'utilisation des plantes par les hommes dans les sociétés. Depuis le bout des temps, les hommes ont cohabité pratiquement avec des espèces végétales qu'ils n'ont pas connues, mais qui ont été domestiquées. Et le rôle d'un jardin botanique, par exemple, est de réintroduire des espèces à partir d'autres recoins en fait, de la planète, de multiplier des espèces qu'on a déjà sur place, de démultiplier des espèces qui existaient, mais aussi d'introduire et de réintroduire. Justement, toutes ces fonctions d'un jardin botanique permettent justement à ces relais qui sont ces fleuristes-là, qui sont ces pratiquants en fait de l'horticulture, de pouvoir mener des cultures nouvelles et de pouvoir justement satisfaire la sécurité alimentaire et sur la souveraineté alimentaire. Et comment des professionnels du végétal comme vous peuvent apporter des réponses adaptées au milieu urbain dans les domaines de l'aménagement paysager, mais aussi dans la mise en valeur de l'agriculture urbaine? Par une optimisation de l'occupation de l'espace, des terrasses, mais aussi par l'organisation de forats et de forums agricoles en milieu urbain qui puissent faire rencontrer une offre et une demande et montrer aux citoyens urbains qu'ils peuvent bel et bien s'investir dans l'agriculture, l'agroécologie et donc satisfaire ses besoins primaires, mais aussi contribuer à l'essor de développement national par la production horticole, par une production. Parce que si on dit qu'on a importé 10 000 tonnes d'oignons, par exemple, 10 000 tonnes d'oignons, c'est vite absorbé par la consommation nationale avec ces fêtes qui se dessinent. Donc la solution résiderait quelque peu à relancer les filières horticoles majeures, à mettre les investissements structurants qu'il faut, mais surtout à mettre des chaînes de froid contrôlées grâce à l'énergie solaire par exemple ou à l'énergie éolienne pour la conservation et le conditionnement de ces cultures-là. Et vous parliez tout à l'heure d'investissement. Quelles recommandations est-ce que vous donnerez à des jeunes qui souhaitent investir dans ce secteur, à savoir l'horticulture urbaine? La recommandation majeure, c'est de ne pas faire du pilotage d'envie à vue dans ce qu'ils entreprennent, de faire une étude de projet sommaire, une analyse de projet détaillée qui puisse leur permettre de faire l'inventaire de l'ensemble de leurs besoins et de pouvoir trouver le bon support sol et de mener en fait des phases d'exécution de leurs produits, de leur production, c'est-à-dire une phase de réalisation et une phase de suivi-évaluation qui va leur permettre maintenant de suivre l'essentiel des processus en fait de maturation de leurs produits et fournir sur le marché un produit vraiment bon marché et de bonne qualité.
Et merci encore, M. Diop, d'avoir répondu présent à notre invitation. Je rappelle que M. Dilke Diop, vous êtes consultant chargé de cours au Centre d'éducation environnementale de Hann. Merci encore d'avoir été avec nous. C'est nous qui vous remercions et nous félicitons l'équipe de Croissance Verte pour justement ces débats, ces champs de débat et ces espaces de questions qu'elle pose et qui tombent dans les cordes de ce que veulent les étudiants. Parce qu'actuellement, l'université doit être un espace de réflexion sur ces grands problèmes de l'heure. Mais donc les universités ne doivent pas être fermées. C'est le lieu donc de poser ces champs de débat et ces espaces de questions. Merci également pour cette disponibilité à toujours poser ces débats sur le plateau de Croissance Verte. Merci à nos collègues de l'équipe technique pour les facilitations et la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programmes sur nos antennes.